Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Bonsoir, deuxième livraison de la deuxième saison d'Au Cœur du Sport. Merci de rester scotché. Ce soir, nous allons nous intéresser à la Coupe du Monde qui va se jouer du côté de Qatar. Jour J-5, les hostilités vont démarrer de ce côté. Mais avant, il y a déjà des grincements dedans en rapport à la publication de la liste des 26 pour le compte des Lions indomptables du Cameroun. On va ensemble essayer de voir compartiment par compartiment les arrivées et même les absents pour cette compétition de la Coupe du Monde. À suivre également, un zoom sera fait pour la seconde partie sur la poule A, après avoir épluché la poule G. On reviendra maintenant voir l'autre représentant africain, notamment le Sénégal, qui reste une chance pour l'Afrique. Installez-vous confortablement, on se retrouve juste derrière pour la présentation des différents panélistes. Des habitués au cœur du sport sont avec nous pour décrypter l'actualité et ce sont des spécialistes triés sur le volet. On va accueillir d'abord le patriarche qui nous fait l'honneur de revenir à cette deuxième saison au cœur du sport, l'UNUS Pascal Fouda. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir pensé à moi pour cette reprise. Merci, on vous remercie parce que pour cette reprise, la semaine, il y a quelques semaines, vous étiez pressenti, mais pour des raisons d'empêchement de dernière minute, vous n'avez pas pu honorer. Vous êtes là ce soir avec nous, merci de nous renouveler votre amitié. Avec vous, on parle de cette mise, l'administration provisoire de la Dynamo de Douala. La Dynamo n'est même pas la seule, il y a aussi le Tonnerre. Et du coup, on se pose la question sur qu'est-ce qui se passe avec nos clubs mythiques. Non, il se passe que nos clubs mythiques sont des clubs à caractère tribal, il faut le dire, et même familial. Donc, il devient un peu impossible de les gérer parce que ceux qui disent qu'ils les ont créés estiment que c'est un patrimoine tribal ou familial. Et ça cause tous ces problèmes. Lorsque vous regardez ce qui se passe dans le Tonnerre, vous retrouvez les mêmes séquelles dans la Dynamo. Ça a failli secouer le canon quelque temps, mais ça revient de temps en temps. Il y a des gens qui étaient là, qui ne veulent pas s'arrimer à la nouvelle donne du football moderne, et qui pensent toujours que c'est mon équipe, c'est l'équipe de mon village, c'est l'équipe de ceux qui parlent le même langage que moi. Et lorsque vous venez avec des méthodes nouvelles de management, vous êtes en difficulté. Parce que quand vous venez avec de nouvelles méthodes, ça veut dire que vous mettez certaines personnes à sec qui étaient habituées à tout faire, même ceux qui ne savent pas faire. Ça crée donc des grincements. On estime que vous sortez d'où, on cherche votre filiation, on cherche votre passé dans le club. Et il y a toujours la bande d'anciens qui est là et qui ne veut pas lâcher le morceau. Donc ça crée tous ces mouvements que nous voyons là. Et vous voyez que dans d'autres clubs qui sont des clubs assez privés, ça n'arrive pas. Ça arrive en Bogada, ça arrive en Kormondo, par le moment en Koleoué. Ça a failli se passer à Bafoussam. Donc il faut que les gens comprennent que le temps de l'équipe de famille ou l'équipe de la tribu, ça n'a jamais révolu. Et quand on veut les résultats, il faut associer tout le monde, parce que le football, ce n'est pas une affaire d'une famille, d'une tribu ou d'une autre.
tant que ces réflexions réfractaires-là et dépassées seront toujours en surface, la FECAFOOT, qui n'est même déjà pas dans son droit de le faire, sera obligée d'intervenir et ça devient pratiquement le sport national des clubs dits mythiques ou de tradition au Cameroun. Merci Linus Pascal Tif. Bonsoir, bienvenue Pidon. Bonsoir Bouba, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 que je trouve avec beaucoup de plaisir et surtout dans le cadre de cette émission au cœur du sport. Je dois vous avouer que quand vous m'avez adressé l'invitation à cette émission, comment je peux dire ça, j'ai un peu pleuré parce que cette émission m'a rappelé quelqu'un qui m'était très cher, Gisèle Mbebom, qui m'appelait mon époux. Beaucoup de gens qui, dans ce monde, pensent que chaque fois que quelqu'un t'appelle son époux, c'est que vous avez quelque chose d'autre à gérer. N'ont pas su que c'était une fille mbamoise, comme mon épouse, et que c'est à ce titre-là qu'elle m'appelait mon époux, et nous étions très... Donc nous avons fait des émissions ici, vous vous rappelez de certaines qui étaient très violentes. Avec Ben Modo. Voilà, avec Ben Modo, vraiment, je me rappelle exactement de sa position et de comment elle regardait Ben Modo, de comment elle parlait. Et donc quand vous m'avez convié à cette émission, c'est à elle que j'ai pensé. Donc je voudrais lui dédier mon passage ici ce soir. Merci à vous. On vous accueille avec une nouvelle du championnat à 2 jours seulement de la phase aller. Il y a déjà quelques problèmes au sein des différentes sélections, notamment du côté de Bafang, où on menace de liquider les entraîneurs à 2 jours seulement du début du championnat. Est-ce que c'est pas très tôt de mettre sur les guillotines des entraîneurs comme ça? Bon, je crois que des informations que j'ai reçues, il y a cette situation à Bafang, mais la même situation se produit aussi du côté de Aigle de Tchang. Aigle de Tchang. Oui, avec le coach Pago qui est en difficulté, qui a été même pris à partie par des supporters. Je crois que c'est une affaire de culture. Il faut que les gens se forment et que les gens apprennent à être patients. C'est-à-dire que quand vous vous engagez dans un championnat qui a, disons-le comme ça, une trentaine de journées, le résultat, ce n'est pas la première journée ou à la deuxième ou à la troisième. Je crois qu'il faut laisser aux entraîneurs un peu de temps pour mettre en place une équipe. Généralement, c'est de nouveaux entraîneurs qui arrivent avec une nouvelle philosophie, très souvent avec de nouveaux joueurs qui n'ont pas appris à travailler ensemble. Donc moi, je crois qu'il est de bon ton qu'on permette aux entraîneurs de travailler un peu. Ce qui se passe aujourd'hui avec Aigle de Tchang ou Unisport, c'est ce qui s'est déjà passé avec Bamboutos il y a 1 ou 2 ans. C'est ce qui a failli se passer avec Canon. Vous savez qu'avec les nuls que le Canon a enchaîné, entre la première et la troisième journée, ça commençait vraiment à aller aussi dans tous les sens de ce côté-là. Mais maintenant, je crois que les entraîneurs, quand ils s'engagent dans un club, ils savent que autant le dirigeant que le public, tous ces gens-là attendent le résultat. Et c'est important que les soient conséquents, qu'ils puissent permettre que d'entrée de jeu, ils puissent faire des résultats. C'est des questions qu'on peut se poser. Ce que l'on sait aussi, par exemple, quand on parle du coach Pagou, c'est que c'est un entraîneur qui travaille sur la durée. Donc c'est quelqu'un qui sait mettre les équipes en place. Et donc à la fin, vous allez voir un jeu alléchant qui fait des résultats. Bon, est-ce que vous pouvez lui demander, au regard des recrutements que vous avez effectués, est-ce que vous pouvez lui demander immédiatement des résultats? C'est la question qu'on peut se poser. Maintenant, moi, je ne suis pas pour l'extrémisme. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand vous avez un encadrement technique, il faut lui laisser un peu de temps. Tout à l'heure, on va parler de l'encadrement des Lions Indomptables et on reviendra sur les mêmes choses parce que c'est les mêmes choses qui se transposent à ce niveau-là. Je crois que les supporters, les spectateurs, les dirigeants, tout ce monde-là doit comprendre que l'entraînement est une science et que c'est de manière progressive qu'on peut arriver à un résultat. Vous ne pouvez pas commencer à gagner le premier match et puis vous gagnez jusqu'au dernier match. Entre-temps, les autres, ils ne sont pas là pour vous regarder jouer. Mais en même temps, on comprendrait bien que peut-être à partir de la 5e, 6e journée, qu'on commence à demander à l'entraîneur quand la mayonnaise ne prend pas encore les raisons pour lesquelles cela arrive. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut peut-être tirer des conclusions. Mais première, 2e journée, comme on a dit tout, je crois que Unisport, nous en sommes simplement à la 2e
deuxième journée. Je crois que c'est trop tôt pour demander quoi que ce soit à l'entraîneur. Il faut le laisser travailler. Il faut aussi lui donner les moyens de travailler. Parce que généralement aussi, ces entraîneurs, ils se retrouvent coincés dans la nasse du fonctionnement amateur des clubs, hein, qui n'ont pas le minimum. Et donc, mais au résultat, on demande le résultat à l'entraîneur. Donc je crois que toutes ces choses-là doivent être mises côte à côte pour que les entraîneurs puissent travailler de manière sereine et conduire leurs équipes vers les résultats attendus par les dirigeants qui les ont recrutés et surtout par les spectateurs. Il m'a aussi revenu que des extrémismes récents dans le football camerounais naissent aussi des attitudes qui ne sont pas éthiques de la part de certains supporters qui attendent certaines choses qui ne sont pas explicables du point de vue... Vous voulez parler de paris? Voilà, donc il paraît qu'il y a, pas qu'il paraît, il y a des supporters qui parient sur les matchs et donc ils sont souvent très déçus par le résultat à la fin. Il parie gros. Il parie gros. Il y a l'AVC qui n'est pas loin. Voilà, et donc ils transposent leur colère de perte de gains sur les... moi je crois vraiment qu'en début de saison comme ça, il faut d'abord laisser les entraîneurs travailler pour avoir les meilleures équipes possibles. Merci à vous. Le troisième invité est notre consultant en permanent, Coris. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bobby, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs de Canal International. Permettez-moi de saluer le révérend Emmanuel Noël Bissaï, PCA de l'Arena Pro Finance SA. Vous savez, c'est un partenaire majeur de cette émission. C'est un réel plaisir pour moi, c'est un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau et partager ces moments avec nos millions de téléspectateurs, mais surtout avec les copanélistes. Mouvement d'humeur à l'Aigle de Tian, à l'Unisport de Bafa, pendant que du côté de Bouddha, après 2 journées, c'est des bons résultats. Ça présage un lendemain meilleur pour le titre pour Bamboutos de Bouddha cette année? On se dit du côté de Bouddha, c'est l'année de Bamboutos peut-être. Au regard de ce qui se passe sur le terrain, il faut dire que le championnat a commencé depuis, ça va faire 5 journées maintenant. Pour Bamboutos, c'est un parcours sans faute. 5 matchs, 5 victoires. C'est de l'inédit pour ce club qui nous avait plutôt habitués au début de saison un peu difficile, ce qui poussait souvent les dirigeants à limoger des entraîneurs. Et cette saison, on se dit peut-être c'est l'année de Bamboutos qui, après avoir perdu la finale de la Coupe du Cameroun, a quand même remporté la Super Coupe du Cameroun. Il a très bien démarré le championnat avec 5 victoires, on le disait tantôt. Il faut dire que c'est un championnat qui a démarré en fanfare. Pas seulement peut-être pour Bamboutos de Bouddha, mais également il y a une équipe qui monte en puissance. Et cela s'est démontré non seulement par le recrutement effectué, mais beaucoup plus également par la préparation de cette saison. Il s'agit de la colonne du Dja Elobo, qui également en 6 rencontres affiche 2 matchs nuls et 4 victoires. Donc, dans la poule A, on a la colonne qui tient le taureau par la corne. Dans la poule B également, on a Bamboutos de Bouddha qui arrive en tête avec 15 points sur 15. On note malheureusement quelques déceptions dans ces 2 poules. Vous allez voir que dans une poule, vous avez APGS de Fou qui ferme la queue. C'est assez rare. Pour le signaler, on espère que les poulains de Aimé Léonzan vont rapidement sortir la tête de l'eau. Mais de l'autre côté également, nous avons Fethieu de Djeko Banjoun également, qui affiche seulement 2 points en 5 matchs disputés. Juste à côté, on a également As de Douala, barragiste la saison dernière, qui après 5 journées de championnat également, se retrouvent avant-dernier de la poule. On espère que ces équipes-là qui ont montré un beau visage la saison dernière vont sortir rapidement la tête de l'eau. Mais on espère également voir Bamboutos de Bouddha qui a gardé l'ossature, qui a gardé le même bloc pratiquement, qui a terminé la saison. Certes, l'entraîneur principal a changé, va continuer sur cette lancée jusqu'à arriver peut-être au play-off. Et la colombe du Dja Elobo, pourquoi pas? Parce que c'est une équipe qui a fait un bon recrutement avec Agnès Mbagafoy, avec des joueurs comme Amine, venu justement de Djeko FC, qui a fait un doublé contre Djeko, qui a également marqué ce week-end contre Edging Sport de la Ligue. Donc, on espère que ces clubs-là vont rester au top des tops. Et ça promet effectivement au regard de ce que j'ai vu. Sur quelques matchs, j'ai pu regarder un match à Douala, quelques matchs du côté de l'Ouest.
que le rythme va continuer, que les spectateurs vont continuer de venir massivement au stade et on aura un très beau championnat. Un peu comme la saison dernière. On l'espère. Je ne peux pas laisser, permettez, hein, allez-y. Je ne peux pas laisser qu'on passe comme ça sans que je salue le public de Bamboutos de Mbouda. C'est incroyable. Quand vous vivez un match de Bamboutos, parfois vous êtes l'adversaire de Bamboutos, mais vous avez envie d'applaudir. Ces spectateurs qui se donnent à cœur joie, qui soutiennent leur équipe, c'est quelque chose qu'il faut saluer vraiment. Je crois que ça participe même aussi des résultats de Bamboutos. C'est très important et donc je salue mes amis de... Ils sont très fair-play. Voilà. Donc voilà, ils ne poursuivent pas les arbitres, ils n'en veulent pas aux adversaires. Vraiment, il faut saluer Bamboutos de Mbouda et son public, c'est très important. Voilà, le 12e joueur qui joue son rôle véritablement. On l'a vu d'ailleurs lors de la finale de la Coupe du Cameroun, vu encore lors de match Super Coupe, et on le voit depuis le début de ce championnat encore, si les clubs peuvent s'organiser, avoir aussi des supporters comme cela, et c'est des recettes pour les équipes, et puis le stade c'est beau quand il y a beaucoup de spectateurs. Quatrième et dernier invité sur ce plateau, notre habitué également, qui renoue avec la deuxième saison au cœur du sport, Bobo Fabien. Bonsoir, bienvenue Bobo. Bonsoir Bouba, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à vos techniciens qui nous permettent de parler, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Parce qu'il faut le dire, à l'époque, quand on venait ici au cœur du sport, nous savions que toute la planète Terre avait des yeux rivés pour cette émission. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens sur ce plateau après ces longues années de disert. Mais moi j'ai gardé la foi parce que je suis un enfant de Dieu. Je sais que quand quelque chose est dans la vérité et que quelque chose est bien fait, même si ça prend du temps, ça va revenir. Parce que le Seigneur est un homme juste. Donc quand Chorus m'a adressé l'invitation, je lui ai posé la question de savoir c'est quelle émission. Il m'a dit au cœur du sport. J'ai dit mais tu es en train de blaguer ou quoi? Ça existe encore au cœur du sport? Il dit que non. On s'est battu comme un bon diable pour ramener cette émission. J'ai dit que Dieu soit loué. Et je crois que nous allons repartir comme cela a été avant. Nous allons nous battre à apporter nos modestes contributions à ce que cette émission continue à vivre parce que c'est l'émission du peuple. Merci à vous, Bobo Fabien. Si la reprise est bonne, est repartie avec au cœur du sport, il y a eu plutôt du côté de la fédération, quand on sait que dans les fédérations, l'ensemble des fédérations, c'est les renouvellements, on peut quand même s'interroger sur cette correspondance du ministre des Sports adressée au président de la fédération camerounaise de volley, suspendant le processus électoral. Que se passe-t-il à la FECA volley? D'abord, Bouba, il faut remarquer que la suspension du processus électoral est une ingérence du ministre des Sports. Parce que, voyez-vous, les fédérations sont autonomes, ils ont leurs textes, ils ont leur mode de fonctionnement. Le rôle du ministère, c'est de s'assurer que les textes des fédérations respectent la loi promulguée par le chef de l'État, la loi de 2014. C'est ça le rôle du ministère, mais ce n'est pas d'aller s'ingérer dans un processus électoral et le suspendre. Et vous rappelez que le ministre a voulu le faire avec la Fédération camerounaise de football. Pourquoi s'est arrêté-t-il? À l'époque, il avait demandé de suspendre le processus électoral, mais le processus électoral avait continué. Pour revenir aux vraies choses, Bouba, il faut dire que vous vous souvenez qu'il y a plusieurs années que je suis venu attirer ici sur ce plateau, au cœur du sport à l'époque, l'attention des décideurs de notre pays, et j'avais même interpellé le chef de l'État, qui est le premier sportif, lorsque la cabale a commencé contre le président de la Fédération camerounaise de football, l'histoire que vous savez, quand il a ramené les fonds, le volleyball je voulais dire, quand il a ramené les fonds de la Pologne. Alors les gens lui ont dit écoute, viens, on va faire les deals, et on se partage et puis nous on sort les factures. Vous voyez bien qu'un haut commis de l'État de cette trempe, qui a été tour à tour directeur du Trésor par intérim, qui a été directeur de la comptabilité publique, ne pouvait pas jouer à ce jeu-là. Il a donc refusé, et vous vous souvenez qu'on l'a traîné jusqu'au TCS. Et à l'époque, j'avais interpellé, comme je le disais tantôt, les décideurs, en leur démontrant que
le président de la FECA Volée est un patriote. Parce que pour moi, au Cameroun, je connais 3 personnes qui ont ramené les fonds de l'État sortis pour les dépenses à l'international. Et quand il y a eu des reliquats, ils sont revenus verser au trésor public. Jusqu'ici, j'en connaissais 2. La troisième, c'est qui? Il y a 3, ils sont 3. Il y a le professeur Joseph Owona, en 1998, à France 98. Il a ramené les fonds, il a reversé au trésor public. Le professeur Aben Bida. Le professeur Aben Bida, en 2002, au Mali. Il est revenu, il a reversé les fonds. Et ensuite, le président de la FECA Volée. Et vous voyez bien qu'au ministère des Sports, ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Parce que les exercices là-bas, c'est non seulement mettre à la tête de certaines fédérations des présidents fantômes qui jouent le jeu, c'est-à-dire que quand l'État sort des sommes, on vous dit, on va vous donner 100 millions. Je prends un exemple, hein. Vous signez 100 millions, mais en réalité, on vous donne 20 millions. Et les autres millions sont distraits par le circuit dont tout le monde connaît. Alors, on a tenté donc de faire ça avec le président de la FECA Volée. Il n'a pas marché, parce que c'est un haut commis de l'État. Et il sait qu'il a occupé des hautes fonctions dans ce pays. Il ne peut pas jouer à ce jeu-là. Et c'est quelqu'un qui connaît la loi. Bouba, comment expliquer qu'au ministère de Sport, on fait une circulaire? Moi, je n'ai pas fait de grandes études, mais je sais que la circulaire est une note interne dans une entreprise ou dans une institution. Elle ne peut pas sortir pour aller s'imposer dans les fédérations, parce que les fédérations sont des associations privées. Les fédérations ont leur fonctionnement interne. Et vous voyez bien qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a une fédération qui s'arrime selon la loi de 2014, c'est la Fédération camerounaise de volleyball. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, un des contestateurs au sein de cette fédération est allé en justice. Et la justice camerounaise a donné raison à la Fédération camerounaise de volleyball en disant que cette fédération respecte les lois du pays, la loi qui gère le football, le sport au Cameroun, la loi de 2014, promulguée par le chef de l'État, et que les textes de cette fédération ne souffrent d'aucune contestation. D'où vient-il donc que le ministre aille surseoir un processus électoral dans cette fédération, sachant bien que s'il y a même des contestataires, il y a des juridictions qui peuvent saisir, il y a la CCA, dont la loi demande que ceux qui contestent, en cas de litige sportif, il faut aller à la CCA de conciliation. Donc, le rôle donc du ministre maintenant, comme je le disais, c'est d'observer que, est-ce que les textes, vous vous souvenez que il y a quelques... Parce que nous avons mené des enquêtes, hein, il faut le dire. 3 joueuses sont parties de l'équipe nationale. 3 joueuses majeures sont parties de l'équipe nationale de volleyball. Eh bien, mais c'est un plan savamment travaillé au ministère des Sports, où on a dit à ces filles, écoutez, nous allons débarquer le président de la fédération en avril, parce qu'ils savaient que les élections allaient être en avril, et dès qu'on le débarque, on met quelqu'un d'autre, vous revenez à l'équipe nationale. Alors, vous voyez les gens qui posent des actes pour nuire à un individu, alors qu'ils nuisent à un pays. Alors, vous avez vu aujourd'hui, l'équipe nationale est démembrée de ces 3 joueuses qui sont majeures, parce que les gens au ministère des Sports leur ont dit, partez pour nuire au président de la fédération. Je vais conclure en disant que le véritable problème, c'est que le président de la FECA Volée est un garçon battant. Et vous savez que je vous ai dit ici que l'homme qu'on veut mettre en prison au TCS, là, c'est quelqu'un qui a une vision et une projection dans le volleyball. Vous savez, les juniors sont qualifiés dans les compétitions internationales à la Coupe du Monde. Ces équipes reviennent soit une médaille de bronze, soit une médaille d'argent, soit une médaille de bronze dans les équipes jeunes. Ça veut dire que sa vision et sa projection montrent que la relève est déjà assurée. Alors, comment combattre ce type? Parce que lorsque la Fédération camerounaise de volleyball a des compétitions, le président a mis un mécanisme de préfinancement. Ça fait qu'il se bat comme un bon diable pour financer les équipes et attend maintenant être remboursé par l'État du Cameroun. Ce qui ne plaît pas à tous ces hommes de réseau. Ne voient pas le magot passer. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça leur échappe. Lorsqu'ils disent au président de la FECA Volée, eh bien, donne-nous notre part, le président de la FECA Volée dit que je n'ai rien à vous donner, puisque j'ai préfinancé et je dois être remboursé. Et si le président de la FECA Volée est un homme pas très sérieux,
quand vous allez, moi j'ai eu l'opportunité d'aller voir les matchs de volley, quand vous regardez le nombre d'annonceurs qu'il y a dans cette fédération, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui n'a pas une certaine valeur intrinsèque ou une vision? Une certaine rectitude morale. Voilà, donc le véritable problème c'est que le président de la FECA Volley refuse de dealer avec la mafia et la mafia veut broyer ce président. Mais je rappelle à cette mafia que le président de la FECA Volley est un enfant du peuple parce qu'il nous a fait gagner 3 CAN consécutivement. La première gagnée au Cameroun, on a dit « Oh, on est au Cameroun ». Il est allé en Égypte gagner, il est allé au Rwanda dernièrement gagner. Il faut faire très attention parce que quand vous voulez vous attaquer aux gens qui nous donnent du plaisir, vous allez nous trouver sur votre route. En tout cas, c'est l'une des fédérations qui a d'envie. On peut reconnaître que la fédération camerounaise de volley également se déploie sur l'ensemble du territoire à travers l'organisation de championnats. Des constructions même des gymnases et tout ça. Construction des gymnases et autres. Même sur le plan international, il y a plus quelque chose à démontrer de ce côté. Mais il faut signaler qu'il n'y a pas que le volley qui se trouve dans cette situation. Il y a le judo également, avec cette histoire de titre foncier qui est querellé entre le président de la fédération qui a acquis un titre foncier au nom à son titre personnel, alors que les moyens étaient déployés par la fédération. Du coup, on a vu également le ministre faire une autre correspondance pour demander au président de ramener certains documents. Vous avez suivi aussi cette actualité? Oui, bien sûr que j'ai suivi cette actualité et c'est une mauvaise saison au ministère des Sports. Généralement, la période de renouvellement des organes dirigeants des fédérations, ce n'est pas une bonne période au ministère des Sports parce que comme l'a dit Bobo, comment je peux dire ça, ils ont besoin de placer des hommes légers. On fabrique un candidat et puis on crée un cadre électoral. Et puis tu deviens président. Bon, c'était juste un exemple, sans dire que c'est de ça. Voilà. Donc moi je crois que maintenant, le ministre des Sports, encore lui, il sera bien comptable de toutes ces choses. C'est-à-dire que c'est lui qui a permis que les gens s'éternisent à la tête des fédérations. Donc à l'heure des comptes, pendant qu'il est en train de demander des comptes à Kingé, quelqu'un d'autre lui demandait les comptes parce que c'était à lui de mettre... Parce que dès que vous neutralisez le processus électoral dans une fédération, ça veut dire que vous annihilez les efforts de redevabilité. C'est-à-dire que les gens fonctionnent, ils savent qu'ils ont un mandat illimité, un mandat indéfini. Et je crois que c'est tout ça qui donne la possibilité aux gens de faire toutes ces déviances-là. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qu'il en est du dossier Kingé, puisque Kingé, lui aussi, il a des éléments qui prouvent que c'est vraiment son terrain. Maintenant, ceux qui lui contestent cela disent que ce n'est pas son terrain et que c'était des transactions qui concernent la fédération. Mais moi, je dis que si ces présidents-là avaient été en situation de rendre compte à leur électorat dans les délais prescrits, je crois qu'on aurait évité un certain nombre de choses. On ne serait pas là à discuter de ces petites choses. Donc, pour me résumer, le ministère des Sports, à un moment ou à un autre, sera bien appelé à rendre compte de ce mandat supplémentaire qu'il a donné aux gens sans qu'on sache bien quel est le fondement, ni ou juridique, ou je ne sais pas trop sur quoi il s'est appuyé pour qu'on... Je voulais juste ajouter un petit détail, c'est que ces blocages arrivent, comme il disait, il y a des présidents qui sont des hommes liges. Bon, nous qui étions à la finale, on a vu des fédérations dont le nom est intraductible, mais ils étaient là 52, alors que donc, il y a ces gens-là qui sont en fait le paravent pour des manœuvres financières d'extorsion des fonds de l'État. Et on sait que si cela tombe, beaucoup de choses peuvent sortir derrière. Donc il faut à tout prix les garder là. Parce que le président de l'UFED te dit je paie mon argent, mais quand tu lui dis mais tu paies ton argent par de là, ça devient une histoire. Donc même, puisqu'ils sont les fusibles, les hommes visibles, parce que c'est eux qui touchent, et comme il le disait, on dit bon, ton budget c'est 150 millions, on te donne 50 millions, tu signes 150 millions, tu vas te débrouiller à... En plus, c'est lui qui se débrouille à trouver des justifs. Donc,
c'est normal qu'il n'y aura que des problèmes. Parce que tant de temps, comme dit Pinon, il n'y aura que des problèmes. On va résoudre un autre va surgir. Il n'y aura que des problèmes. Et là, finalement, la tutelle devra rendre compte. Et le problème, c'est que la période même est mal choisie. Je crois que le ministre, bientôt là, s'envolera pour la Coupe du Monde, laissant tout ce volcan là derrière. Qu'est-ce qui peut se passer derrière? On ne sait pas. Et quand il reviendra, il trouvera la maison encore plus en flammes qu'actuellement. Donc je crois qu'il y a moyen de comme on dit, d'opérer sans anesthésie. Et tant pis, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Mais plus ça dure, plus ce sera difficile à solutionner. On en vient maintenant, avant de prendre la première thématique, juste pour nous rappeler du célèbre docteur Théophile Abega. Cela fait déjà 10 ans, jour pour jour, qu'il Lions Indomptables, capitaine des Lions Indomptables, qui a porté le trophée en 1984 du côté d'Abidjan pour le Cameroun et qui a également participé 10 ans. Jour pour jour, 2012. Peut-être on ne va pas dire 2-3 mots, mais quand même juste en image, on va peut-être gratifier encore nos téléspectateurs de ces quelques images du célèbre numéro 14. Le voir jouer, mais à travers les images, à travers les petites vidéos que j'ai pu regarder, Théophile Abega a été l'un des meilleurs meneurs de jeu que l'Afrique n'ait jamais connu, pas seulement le Cameroun. Parce qu'au regard de comment il amortissait les ballons, de comment il contrôlait les ballons, surtout de ce jeu en une touche de balle, dont lui seul maîtrisait le secret, et qui avait d'ailleurs presque donné une chanson aux reporters de l'époque, peut-être le patriarche Lignu Pascal Fouda, Mila Abega, parce que c'était une touche. Très honnêtement, c'était l'un des meilleurs, et je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on recherche à l'équipe nationale du Cameroun incapable de nous porter le ballon, de jouer en une touche et de créer autant d'occasions de but. On espère que peut-être après 10 ans, après son départ, que Dieu va nous donner un autre meneur de jeu comme... Je suis obligé de censurer notre ami Pinon et même... alors que vous savez même Bobo. Il s'agit d'un grand dirigeant du Canon. Du Canon, c'est pour ça que je vous dis que c'est censuré, justement. Parce que justement... bon, ok, d'accord, on va aller très vite. En un mot, qu'est-ce qu'on peut... Au-delà du joueur exceptionnel qu'il a été, moi j'ai eu la chance, contrairement à Coris, de le voir jouer. Je crois avoir même été témoin de son dernier match international. Ça devait être contre le Ghana. C'était un match éliminatoire des Jeux Olympiques 1988. Donc c'était en 1987 au Stade Unisport. Ça se jouait la nuit. À cette époque-là, je suis parti de Mbalmao, puisque j'étais élève en Mbalmao. Je suis parti de Mbalmao pour suivre ce match. En dehors des autres matchs qu'il a joué quand il est revenu dans le Canon et tout et tout. Donc c'était un très bon joueur. Ça faisait plaisir de voir Dobra jouer comme on l'appelait. Maintenant, ce que je veux saluer, c'est surtout la mémoire du grand dirigeant du Canon sportif de Yaoundé. Je crois que sous Dr Abega, le Canon a un peu rêvé. C'est-à-dire qu'on a essayé de remettre en place une équipe professionnelle, vraiment professionnelle, parce qu'avec le partenaire, avec le club Lokeren, on a vu une équipe qui faisait de grosses recettes, qui avait une logistique, une logistique conséquente, qui a renoué avec la Champions League. Je crois même qu'en 2000, nous avons fait une finale de Coupe africaine avec Dr Abega. Donc, je crois que le Canon sportif de Yaoundé a beaucoup perdu quand on a perdu Dr Abega. Maintenant,
et les mêmes marques de la fédération qui ne changent jamais. On parlait de Dynamo tout à l'heure. Il faut dire que c'est la Dynamo qui a tué le canon de Théophile Abega en créant la FECAFOOT, en créant un bicéphalisme à la tête du canon dès lors qu'on a nommé un célèbre avocat que je ne veux pas citer ici parce que c'est des affaires de famille aussi, les affaires de canon quelque part. Mais la fédération s'est ingérée dans la gestion du canon et a déstabilisé finalement cette équipe qui peine maintenant à se retrouver. Bon, demain ils vont jouer du côté de Garoua. On espère qu'ils vont nous faire un petit jeu là-bas. Alors, bon, peut-être Lunus. Oui, moi je voudrais vraiment, si ceux qui sont à l'équipe nationale aujourd'hui, moi je dis qu'il faut que la fédération fasse un effort. Si nous sommes durs envers eux, parce que quand vous regardez ces images qui datent de 82, vous regardez les Lions d'aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes durs. Nous avons eu la malchance de côtoyer ces monstres, des monstres. Et quand vous regardez les Lions jouer aujourd'hui, ben, nous pleurons. Moi, si on me coupe, je proposerais à la Fédération camerounaise de football de faire asseoir ces gars-là, de retrouver les bandes de ces matchs, de leur demander de regarder humblement. Humblement. C'est les images de 82 et 84. Mais dans notre équipe actuelle, qui peut faire ça? Mais quand vous allez leur dire que vous êtes, on va dire, vous êtes des nostalgiques, un passé révolu, il n'y avait pas la télé à l'époque. Mais regarde, c'est comme si c'était des images d'hier. Quel est le joueur qui peut prendre le ballon à un match de Coupe du Monde, le maîtriser en marchant, personne n'approche, vous avez vu des images là, et qui accélère, il fait 2 doubles contacts en passant avec des petits ponts. Mais c'est avec ça que nous on a vécu. Et docteur, c'est un grand frère, c'est un ami, c'est un dirigeant, c'est un joueur, je l'ai côtoyé. Et jusqu'après sa carrière de football, on a toujours été ensemble. Et bon, il est parti trop tôt, ainsi va la vie. Mais c'est dommage. Mais je dis, il faudrait qu'on retrouve tous ces matchs. Quand on t'appelle chez les Lions avant de commencer le stage, on vous un match par jour, vous regardez. Et je crois que beaucoup font comprendre cet élément qui nous présente la liste de 26 de Mathieu Fangwa, liste de 26 convoquée par le manager sélectionneur des Lions, Rigobert Sombana. « 24 heures après la publication de la liste des 26 joueurs devront prendre part à la Coupe du Monde au Qatar, les Camerounais apprécient la liste du sélectionneur-manager et optent pour l'union sacrée. L'équipe en place nous a demandé de leur faire confiance. Nous vous faisons confiance. Et voilà, on attend le résultat. C'est tout ce que nous devons faire pour le moment. Les faits déjà de faire venir les anciens, comme j'ai vu Nkoulou, encore à la défense, parce que la Coupe du Monde, ça demande de l'espérance. Oui, déjà, j'étais très content de voir qu'on nous revenir sur la liste des gens qui vont aller à la Coupe du Monde. Ils sont également nombreux à voir d'un mauvais œil la non-convocation de Michael Gadeux, le défenseur de la Gantoise en Belgique, a été passeur sur le but décisif de Karl Toko Ekambi face à l'Algérie, synonyme de qualification pour le mondial. C'est Gadeux qui qualifie les Lions, qui met l'unique but. Avant que les sons et Tony viennent trouver les Lions à la Cameroun, Algérie, pendant que la Côte d'Ivoire a éliminé. Ceux qui ont bataillé, c'est Gadeux en fait. On devait sur le mettre. Gadeux, c'est quand même un ancien Lion. Ça a tout donné pour les Lions. Mais je regarde pourquoi il n'est pas parmi les 26. En attendant le premier match des poulains de Rigobert Sombana, l'œil à la consécration dans la tanière, désormais à Abu Dhabi. Voilà, on revient sur le plateau pour faire une analyse globale des personnes qui se retrouvent sur cette liste et en rappelant bien sûr que c'est l'entraîneur qui a publié sa liste, mais ce qu'on reproche à l'entraîneur justement c'est de n'avoir pas coruscaté, communiqué comme un peu partout ailleurs, expliquer, justifier ses choix, sachant a priori que aucun choix ne peut faire l'unanimité. Ben oui, Bobby, il faut dire que de prime abord, on le disait déjà la semaine passée ici, la publication d'une liste, d'une sélection, un peu comme une cérémonie des arômes. C'est-à-dire que
quoi que vous fassiez, il y aura des contestations, il y aura des sons de cloche venant de gauche ou à droite. Mais maintenant, la question, effectivement, vous faites bien de l'introduire ainsi, c'est tout simplement que l'entraîneur doit pouvoir justifier ses choix. Parce que du moment où l'entraîneur-sélectionneur, qui est le patron technique de la sélection, sort et justifie ses choix, très honnêtement, ça évite des débats dans des forats, ça évite des débats sur des plateaux et ça évite des supputations. Mais le plus souvent, lorsqu'on balance une liste comme celle-là, ou bien lorsqu'on communique sur cette forme, forcément, on est tenu de faire des débats. Maintenant, Bobby, je vais prendre quelques angles pour qu'on me comprenne bien. Il faut dire que lorsque vous annoncez une sélection, ça veut dire qu'il y a plusieurs critères qui entrent dans la sélection ou dans la convocation des joueurs en équipe nationale. Il est vrai que les critères fondamentaux restent effectivement la compétitivité et la performance. C'est-à-dire que pour un joueur qui doit venir en équipe nationale du Cameroun, il faut dire que dans les championnats occidentaux, on est à la 12e, à la 13e journée. Un joueur évoluant au Racing Club de Lens doit pouvoir avoir aligné 9 à 10 matchs sur les 13 journées. Là, il est compétitif. Maintenant, si vous êtes un attaquant camerounais et vous jouez au Racing Club de Lens, vous alignez 13 matchs ou 10 matchs, vous marquez un seul but, vous êtes compétitif, mais vous n'êtes pas performant. Par contre, si vous faites 10 matchs, 5, 6 buts, 7 buts, vous êtes compétitif et performant. Alors là, vous devez être sélectionné en équipe nationale. Mais maintenant, il est également arrivé pour un sélectionneur que pour des problèmes extra-sportifs, qu'un joueur compétitif, performant, ne soit pas sélectionné. On a vu avec le cas de Karim Benzema du côté de la France, où pour le problème de sextape avec Valbuena et autres, pendant pratiquement 3 ans à 4 ans, Benzema, pourtant qui marchait sur l'eau au Real de Madrid, n'a pas fait de sélection. Mais dès lors que le problème a été réglé, il a été rappelé en sélection pour l'Euro. Il peut également arriver que, pour un problème technique, l'entraîneur décide de ne pas faire appel à un joueur. On a vu le cas de Jonathan Klaus. C'est-à-dire que Deschamps a clairement expliqué. Pour la Coupe du Monde, Qatar 2022, il va jouer avec un système 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants. C'est pour ça que pour lui, il a préféré faire venir plus de défenseurs que de milieux de terrain. Parce qu'il faut dire qu'après l'Euro 2020, la France évoluait jusqu'ici avec un système 3-4-3, 3-4-3. Et là, il a fait venir beaucoup de milieux de terrain. Donc ça peut arriver. Il est même arrivé dans l'histoire du football, sélectionne pas un joueur. Vous avez vu le cas d'Henrik Mkhitaryan qui n'a pas fait le déplacement de Bakou en Azerbaïdjan pour disputer la finale de l'Europa League 2019 entre Arsenal et Chelsea. Tout simplement parce qu'il y a un conflit qui oppose son pays, l'Arménie, à l'Azerbaïdjan au niveau du Caucase. Ça peut se justifier. Donc il y a plusieurs cas qui peuvent pousser. Mais pour éviter des supputations, la seule chose à faire, c'est que l'entraîneur, devant la presse sportive et notamment devant le public, parce que le football, surtout au Cameroun, est une affaire nationale, doit justifier ses choix. Alors, Bobo Fabien, est-ce que vous avez le sentiment, quand vous regardez cette liste, qu'elle est équilibrée, un bon dosage d'anciens, des nouveaux qui arrivent, et puis avec des personnes qui font leur comeback, et même des joueurs qui ont aussi traîné la patte avant de venir à l'équipe nationale, qui acceptent finalement de venir à cette Coupe du Monde. Vous avez le sentiment que la liste, elle est équilibrée? Oui, on peut dire qu'elle est équilibrée, mais en même temps, j'ai des questionnements. Par exemple, la sélection d'un joueur comme Bassogok, parce que voyez-vous, Bouba, je n'ai rien contre le joueur. Durant la CAN au Cameroun, les grosses déceptions de l'équipe du Cameroun, c'est quand même Bassogok, Zambouanguissa et bien d'autres qui n'ont véritablement pas été à la hauteur des attentes des Camerounais, bien que ces joueurs ont un potentiel énorme. J'ai regardé la CAN, à chaque fois quand Bassogok entrait, je ne voyais plus la verve, la percussion qu'il avait en 2017 au Gabon,
Il n'arrivait même plus à déborder un latéral, faire un centre en retrait. Bon, alors, la CAN finie, il n'a plus jamais été appelé à l'équipe nationale. Alors, comment on fait à la veille d'une Coupe du Monde? On voit quelqu'un s'introduire dans le salon et on referme la porte, on dit il est parmi les invités. C'est quand même curieux. Ça manque quand même de cohérence. On peut s'interroger également sur le cas de... comment on l'appelle là, le nom revient. Mais, voilà. Vous avez par exemple un garçon comme Faye, qui est pour moi un latéral superbe, bien qu'il prend déjà de l'âge. Mais quand vous regardez les Lions jouer, c'est le seul couloir qui marche dans les Lions. C'est-à-dire que le couloir droit, et c'est le seul couloir où on peut attendre les centres en retrait quand on a ce qu'on appelle techniquement les attaques placées. Le but qui nous qualifie pour la Coupe du Monde vient de là. Voilà. De Faye, déviation. Voilà. Maintenant, quand vous regardez Faye, si Faye se blesse, qui est sa doublure? On vous dit que c'est Mbaïzo. Je n'ai rien contre le joueur. Mais c'est un joueur qui joue, quand vous le voyez jouer, il joue avec la peur au ventre. Il ne peut pas traverser le rond central, il ne peut pas percuter pour aller faire un centre en retrait. Qui n'a qu'une seule qualité, c'est défendre. Mais il ne peut pas percuter dans le couloir pour aller faire des centres en retrait. Or, le foot moderne aujourd'hui veut que les couloirs doivent fonctionner dans la permutation. C'est-à-dire que si le couloir droit est bloqué, on renverse le jeu au couloir gauche. La même percussion au couloir droit doit être au couloir gauche. Et quand moi je regarde au couloir gauche, un garçon comme Ebossé, qui est pour moi le meilleur latéral gauche. Parce qu'il est intelligent, il percute, il peut aller vers l'avant, il peut faire un centre en retrait. Donc on peut s'interroger sur certains compartiments. Vous avez par exemple, au niveau de l'attaque, vous avez nos deux couloirs dans l'attaque, c'est-à-dire les milieux de couloir qui doivent percuter Toko Ekambi et Lengamale et les autres. En dehors de Brian Mbamou, moi qui m'a Mbemou, voilà, qui m'a impressionné parce que c'est un joueur efficace, percutant, technique, capable de forcer le destin dans une surface de réparation. À la limite encore, vous avez Toko Ekambi qui peut le faire, mais les autres, Ngamale, c'est beaucoup de volonté, mais manquant de finesse à la dernière passe. Le Bassogor qui revient, est-ce qu'il est capable de percuter dans le couloir gauche et apporter ce qu'on appelle la finition dans les attaques placées? Donc on peut s'interroger, mais dans l'ensemble, c'est une liste, moi, et puis voilà celui que je cherchais en milieu de terrain, Olivier Ncham. Moi qui m'a beaucoup impressionné. À peine il arrive à la nationale, il s'est forgé une personnalité en milieu de terrain, il sait garder le ballon, il sait le distribuer, il sait avancer avec le ballon au pied, contrairement aux anciens milieux du terrain qui sont là, Umgouet, qui joue juste la sentinelle, si le ballon vient, je donne à droite, si ça vient, je donne à gauche. Aucune initiative offensive, parce qu'un milieu de terrain doit être capable de percuter dans les espaces que créent les attaquants. Donc, on peut s'interroger, mais on se dit, peut-être avec le peu de temps qui leur reste, ils vont essayer d'harmoniser et de nous fournir quelque chose de bien. Alors, puis non, outre le cas Ngandou, qui est un problème... Moi, c'est pas vous dire que j'ai sorti, et ils ont remarqué que depuis un certain temps, je ne parle pas. Si je ne parle pas, c'est parce qu'on m'a dit que quand tu... Moi, mes enfants sont encore petits, j'ai dit que je ne veux pas parler. De laquelle elle a dit qu'il adore la critique. Il n'a pas dit qu'il l'aime, il a dit que j'adore la critique. Sur l'autre, là, j'ai appuyé, j'ai dit stop, voilà, donc mon travail va commencer. Et donc, moi, je suis revenu pour faire le travail. Moi, je crois que la critique n'est pas là pour déranger les gens. C'est pour que les gens fassent mieux la prochaine fois. Encore qu'ils ont toujours la possibilité de faire mieux même maintenant. Hein. Donc, moi, peut-être, quand vous dites outre le cas d'Ngade, moi, je ne vais pas passer sur le cas d'Ngade comme si c'était un cas ordinaire. Si on prend les joueurs qui ont été sélectionnés, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 3 joueurs axiaux qui ont été sélectionnés. Nicolas Nkoulo, Castelletto et Christopher Wu.
Ça veut dire que si vous jouez une défense à 4, vous aurez un seul remplaçant, c'est-à-dire un seul défenseur axial remplaçant. Si vous intégrez que Nkoulou c'est un joueur en fin de carrière, donc il peut se blesser à tout moment sans le lui souhaiter, il a fait ça. C'est pour ça que je pense donc que le Kangade, au-delà du fait que ce soit un garde qui a été laissé, est préoccupant. Maintenant, donc, ce que je voudrais dire par la suite, et surtout, toujours sur le Kangade, c'est que chez les autres, les gens fonctionnent avec des équipes qui ont... C'est-à-dire que la Coupe du Monde n'est pas une compétition dans laquelle on vient découvrir des joueurs. La Coupe du Monde, c'est un moment de consécration des joueurs qui ont eu un certain niveau d'évolution pendant la période en compétition majeure. Vous avez Nicolas Nkoulou, qui est perdu depuis 2017. Donc, vous avez l'axe de la défense, probablement. Je crois qu'Astelé Tolu a quand même fait la Coupe d'Afrique des Nations, donc on peut dire qu'il est constant. Vous avez donc l'axe de la défense avec des gens qui viennent avec un esprit nouveau, qui n'ont pas pris l'habitude de travailler ensemble. Or, pour moi, l'axe de la défense, c'est quelque chose de capital. Et j'ai dit quelque part que, pour ce que moi je crois que c'est quelqu'un qui sera exposé, qui va faire le peu qu'il pourra, mais comme un gardien ne peut faire que ce qu'il peut, il va bien encaisser parce que cette défense-là, au-delà d'avoir, de mon point de vue, de ne pas avoir les joueurs qu'il fallait dans cette défense-là, non seulement on n'a pas les joueurs qu'il fallait, mais en plus c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. C'est-à-dire ces deux choses-là mises ensemble, ces deux choses-là font que nous serons régulièrement en difficulté, surtout quand on connaît le niveau des attaquants de nos adversaires. Tout à l'heure, en venant là, je me suis arrêté quelque part, j'ai vu Vinicius, mon frère. Tu vois Rodrigo, et puis on dit qu'on va ajouter Neymar. Et on dit que vous avez trois défenseurs centraux qui ont à peine joué ensemble. Pour moi, c'est un problème. Donc, le Kangade est un problème très grave. S'il y a moyen de corriger ça, au-delà de nos fiertés et de tout ce qu'on dit là, moi, je crois que c'est un cas qu'il faut corriger. Maintenant, donc, et je vais surprendre beaucoup, moi, je suis de ceux qui pensent que Tawamba avait sa place dans cette équipe. Tawamba, c'est un joueur qui joue, qui a un jeu différent des autres attaquants camerounais. C'est un joueur qui est présent. C'est-à-dire que quand il est en position, il est présent et il empêche qu'il y ait la relance parce qu'il a un fort potentiel défensif. Vous êtes un partisan. Non, vous êtes un partisan de Tao Tao alors. Donc, non, pas partisan. Je vous explique pourquoi je pense que... Donc, dans un match comme celui contre le Brésil, où même les défenseurs sont de grands techniciens, je crois qu'il aurait été utile. Ne serait-ce que pour empêcher qu'il y ait une relance propre à partir de la défense du Brésil. Dans ces conditions-là, et quand on se souvient de ce que c'est ces joueurs-là, Ngade Ngadu dont je parlais tout à l'heure, et Tawamba, qui ont été les joueurs décisifs lors de la qualification des Lions Indomptables à Brest, au cours de laquelle on a cru que c'était un lapsus quand il parlait de son ingratitude et tout. Maintenant, on se rend bien compte qu'il y a de l'ingratitude dans cette affaire. Voilà donc des gens qui ont qualifié les Lions Indomptables à cette Coupe du Monde et qui sont sportifs pour ce qui concerne Ngade. Il y a beaucoup de gens qui se sont aventurés à dire beaucoup de choses et vous vous rendez bien compte aujourd'hui que ces gens-là ont dit des choses, ces choses-là sans raison. Et je vais chuter en disant qu'en 2014, quand moi j'entre sur la scène médiatique, il faut bien que je situe les gens, je parlais mes choses au quartier, je suis entré dans cette affaire en 2014. Pourquoi? Parce que j'ai estimé qu'il y a un jeune Camerounais qui ne demande qu'à jouer au football, qui donne la satisfaction tous les mercredis, tous les samedis à la télé, quand on regarde ses matchs à l'étranger, qui fait tout ce qu'il peut quand il a l'équipe nationale, mais que c'est un garçon qui est martyrisé. Ce garçon-là, à l'époque, il s'appelait Samuel Eto'o, c'était un joueur. C'est pour lui que moi je suis sorti, pour défendre un jeune citoyen qui était martyrisé par l'administration, qui était persécuté par les ministres, persécuté par la fédération et tout et tout. Et je ne suis pas content que Samuel Eto'o essaie de martyriser ses petits frères. Je suis très gêné que maintenant qu'il est devenu un administratif, qu'il essaye de mettre les autres dans la position inconfortable dans laquelle il était hier. Parce que quand on voit le Kangade et tout le montage qui est fait autour, je crois qu'on n'avait pas besoin de ça. Vous savez que sur le Kangade, les gens ont dit des choses, y compris des choses qui n'ont rien à voir avec le sport. On a collé des étiquettes politiques, ainsi de suite et tout. Toutes ces choses-là qui font que le peuple se divise. Parce que dès que vous venez avec la politique, les gens vont donc s'identifier à leur parti politique et on n'est plus d'accord. Or, les Lions Indomptables, ça a toujours été cette équipe-là qui nous réunit, quelles que soient nos divergences. Donc moi, je crois que sur le Kangade, il y a beaucoup de choses à faire à reculons.
pour qu'on rattrape ce qui peut encore l'être. Et même si on ne peut pas rattraper ça à l'occasion de cette Coupe du Monde, je crois qu'on lui doit des excuses. Ou alors, on doit montrer qu'on ne peut pas jeter nos enfants en pâture parce qu'il y a un petit souci avec eux. Alors, Lunus, Pascal Fouda, pourquoi se cristalliser, se focaliser essentiellement sur le cas Gandeux quand on sait quand même que on regarde un peu les performances de Gandeux depuis 2017. C'était l'homme à tout faire, le taulier de cette défense. Mais au fil des années, on se rend compte quand même que ce n'est plus le même. Il a perdu de sa superbe. On prend le cas de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et même des matchs éliminatoires. Est-ce que c'était un élément indispensable pour cette sélection? Très mauvaise question pour moi parce que je ne le suis pas de près. Je voudrais dire ceci que c'est vrai, le sport c'est la passion, c'est l'émotion. Mais je dis, sans lire dans la boule de cristal, sans être un technicien, sans suivre l'équipe nationale de près, moi ma position est claire. Il y a un responsable qui est le manager sélectionneur national qui a sûrement sa tactique, ses plans de jeu, ses projets et ses joueurs, son format d'équipe. Donc, s'il a choisi cela, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour l'instant, je me soumets. Je vais commencer à bien regarder contre le Panama. On doit commencer à voir qu'est-ce qu'il veut faire. Comment va-t-on jouer? Et puis, on le jugera au pied du mur. Sauf que le véritable problème, et c'est là le tendon d'Achille, c'est la communication. C'est la communication, parce que tous ces faits divers et autres, vrais ou faux, qui ressortent là, c'est parce qu'on a laissé les gens prendre chacun sa position. Et pourquoi? Parce que l'information, la bonne information n'est pas donnée. Donc, il faudrait que de ce côté-là, et c'est normal, on fait un point de presse, on lui passe 3 ou 4 mois. On savait quelle question allait être posée, pourquoi Ngandé n'est pas là, pourquoi Bassogoko est là, pourquoi Mbaïzo est là, peut-être pourquoi encore qui là. C'est des choses qui se préparent. Tout est dans la communication, parce que si la communication est bien faite, c'est pour ça que je dis, moi je parle de ce que je sais faire, parce que je ne suis pas entraîneur, sélectionneur. Là, je vais le juger à travers déjà le match de vendredi ou samedi. Je crois que je vais commencer à lire quelque chose pour voir. Et puis, en attendant le match du 24 à 11h, et on sera fixé. Sauf que un jour ou l'autre, il devra s'expliquer. Et déjà là-bas, je suis sûr que lors de la première conférence de presse d'avant-match au Qatar, face à la presse internationale, toutes ces questions, il ne peut pas y échapper. C'est une institution, les conférences de presse, il sera obligé de répondre. Il y a un temps imparti pour cela. Donc, on a tout dit, on a trop dit, on a parlé de cette équipe nationale. Moi, je pense qu'à quelques jours du grand choc, on est obligé de spéculer, mais spéculer sportivement et poliment, et d'attendre de voir ce que le coach... C'est sûr que s'il avait parlé, nous aurions dit, bon, voilà, j'ai vu... voilà comment je vais jouer. Techniquement, j'ai une petite interrogation, parce que quand vous amenez 7 défenseurs, comme il le disait, 6 milieux et 10 attaquants, ça veut dire que forcément nous serons en possession du ballon. Bon, en sommes-nous capables? Ça, c'est des questions que je me pose, mais j'attends des réponses. Et ces réponses, on ne peut pas les avoir dans des discussions entre nous, au quartier, ou alors avec la passion que ça prend, ça devient un peu, c'est indécent. Donc je dis, le coach a choisi, il n'y a plus rien à faire, le vin est tiré, on attend. On a une première copie contre le Panama, parce qu'il faudra bien qu'on voit quelque chose. En attendant le match contre la Suisse. Alors, le vin est tiré, il faut le boire, c'est vrai, mais on n'a pas que ce problème en défense. Avec le cas Gandeux, ce problème va se poser également en attaque. Avec notamment le capitaine Vincent Aboubakar, qui, lui, arrive avec son brassard
Et son drapeau. Et son drapeau. Oui. Oh oui, c'est une réalité. Pour certains, c'est une réalité parce qu'il arrive avec le drapeau titulaire, moi, et avec son brassard. Maintenant, sur le plan des stats, il n'y a que Choupo-Moting qui marque, qui est devenu la nouvelle gâchette des Lions indomptables. Il va falloir faire un choix. Est-ce que l'entraîneur va trouver un mécanisme pour faire jouer les deux ou alors quelqu'un d'autre va accepter de rester au banc de touche? Il faut dire que tout dépendra du système de jeu que va mettre le coach en place. Est-ce qu'il va jouer en 4-3-3? Est-ce qu'il va jouer en 4-5-1? Est-ce que c'est ça les grandes questions? Vous savez que une compétition comme la Coupe du Monde, on ne la joue pas avec... parfois un milieu du terrain léger. Parce que si tu viens jouer le 4-3-3... Pour vous, c'est quoi la solution efficace? La solution efficace, c'est d'avoir 4 défenseurs qui sont capables de défendre. C'est d'avoir au moins 5 milieux de terrain qui sont capables de défendre et se projeter vers l'avant lorsqu'on a récupéré le ballon, ce qu'on appelle les contre-attaques, par exemple. Parce que si on dégarnit notre milieu du terrain, ça va se passer comme vous avez vu contre Loubeskistan, c'était quoi? Voilà. Vous avez vu qu'il y avait des boulevards, que ce soit en milieu du terrain, que ce soit dans notre défense. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé un système de jeu qui laisse beaucoup d'espace. Et est-ce que nous avons les joueurs capables de défendre et avoir la lucidité lorsqu'on a récupéré le ballon, par exemple dans l'entrejeu, en milieu de terrain, se projeter vers l'avant avec la lucidité qu'il faut pour pouvoir inquiéter l'adversaire. Parce que quand on sort d'un duel de bagarre où on a récupéré un ballon, on perd un peu les plumes sur le plan physique et sur le plan mental, sur le plan de la lucidité. Est-ce que nous avons des joueurs capables de récupérer et d'avancer? On a le cas Zambo Anguissa. Si on utilise Zambo comme on l'a utilisé pendant la CAN, il ne nous servira à rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire à Zambo? Ou alors, est-ce qu'il faut regarder les matchs de Zambo à Naples? Quel est son positionnement sur le terrain? Quel est son rôle? Parce que Zambo devient célèbre parce qu'il joue, pour moi, il peut bien jouer derrière l'avant-centre ou les deux attaquants, c'est-à-dire en demi-neuf. Il aura donc pour rôle maintenant de servir les attaquants, les milieux de couloir, dans les intervalles qu'ils peuvent avoir au niveau de l'attaque. Si on le laisse en milieu de terrain pour qu'il devienne récupérateur de balles et organisateur du jeu, on va se retrouver dans les problèmes de la CAN où, lorsqu'il récupère un ballon, il joue comme un sénateur, il donne à droite, il donne à gauche alors qu'on veut avancer. Parce que pour battre les équipes dans cette compétition, il faut avoir de la vitesse dans le jeu, il faut avoir des joueurs intelligents devant, que lorsqu'on a une seule occasion de but, qu'on la mette au fond. Donc, tout ce réglage-là fait que je me pose des questions. Est-ce que le coach a pensé à un système de jeu capable de verrouiller d'abord le milieu de terrain et on procède par des comptes? Parce que c'est comme ça qu'on devrait jouer là-bas. Parce que si on ouvre le jeu, si on veut jouer égal à égal avec nos adversaires, il sera très difficile de barrer, je vais dire récupérer les ballons et de se projeter vers l'avant avec la lucidité qu'il faut. Corix, il y a un problème. C'est vrai, on peut marquer, mais pour marquer, il faut que les ballons arrivent aux attaquants. Est-ce qu'on a des joueurs qui ont le profil au milieu de terrain de pouvoir donner des ballons aux avant-centres? Parce que si Choupo-Moting a des ballons, tout comme Abouaka Vincent et peut-être aussi Brian, est-ce qu'on a des possibilités au niveau du milieu de terrain, des joueurs qui peuvent nous amener des ballons vers l'avant? Déjà, comme Fabien le disait, tout va dépendre du système de jeu mis en place. Ça, c'est le premier point. Il faut dire qu'une chose était de faire une liste de 26, mais également, l'autre chose va être d'aligner les 11, surtout au premier match. Et là, l'entraîneur, sélectionneur Rigobert il doit être assez courageux et rigoureux en même temps. Nous allons jouer une Coupe du Monde dans un environnement assez particulier, parce que c'est une première dans l'histoire de cette Coupe du Monde, qu'elle se déroule au mois de novembre. Au mois de novembre, c'est que tous les joueurs étaient en compétition. Et malheureusement, du côté du Cameroun, on a certains qui étaient très actifs et d'autres moins, et très moins même d'ailleurs. Et ça va se jouer à ce niveau. Fabien, vous parlez tout à l'heure de Olivier Ncham,
Brian Mbeumo, Choupo-Moting, qui font bonne impression ou forte impression. Ce n'est pas un fait du hasard, Bobby. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la compétitivité, il y a la performance, mais il y a également l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça dit que ce n'est pas un fait au hasard que Brian Mbeumo soit l'un de nos meilleurs aujourd'hui. C'est tout simplement parce qu'il joue dans le meilleur championnat au monde. C'est le championnat anglais. Et il est titulaire. Il est titulaire. L'intensité du championnat anglais n'est pas la même intensité dans le championnat chinois, d'où vient Bassogor par exemple. Ce n'est pas la même chose. L'intensité dans le championnat allemand, ce n'est pas la même intensité dans le championnat suisse ou russe, où vient un Gamaleux ou encore un Samé. Donc vous comprenez un peu. Donc Rigaud doit être en mesure, de définir un schéma tactique, également d'aller chercher nos meilleurs sur le plan compétitivité qui peuvent correspondre à ce schéma parmi les 26 qu'il a déjà. Parce qu'on ne peut plus rien faire. Et malheureusement, on a des problèmes. Pinon a assez parlé du Kanga 2 à l'axe, mais vous pouvez également parler au niveau du milieu de terrain. Vous avez compris tout à l'heure, Fabien le disait, pour mieux exploiter, pour mieux utiliser Zambo Anguissa, il faut le faire jouer un peu avancé. Ça veut dire peut-être derrière les attaquants, en fonction du système de jeu. Il faut également dire que l'un de nos milieux de terrain que nous avons, qui joue également vers l'avant, il s'appelle Jean Junior Onana. C'est un garçon qui a commencé la saison avec Bordeaux en 2e division. Il a été transféré du côté de Lens et il joue. Malheureusement, il va être très difficile à un moment donné pour le staff technique d'expliquer comment ils ont laissé ce garçon pour prendre un Gaël Ondoa qui ne joue pas, qui a moins de 90 minutes, qui a moins de 90 minutes de jeu dans les jambes depuis le début de la saison, avec son club de 2e division en Allemagne. Ça va être un problème. Parce qu'au cas où nous sommes bloqués au milieu de terrain et qu'il faut peut-être des pièces de rechange avec les mêmes profils. Je ne sais pas, on le disait tout à l'heure, Zambo Anguissa arrive là avec 15-17 matchs dans les jambes, entre Champions League et championnat. Il peut avoir des problèmes physiques, il peut avoir, s'il faut changer pièce par pièce, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un peu là où on risque d'avoir des problèmes dans cette Coupe du Monde. Mais moi je le dis, tout va dépendre de l'entraîneur. Alors, Pinon, là, c'est vrai que c'est un problème qui va tôt ou tard éclater. Il va falloir faire un choix qui va peut-être susciter des égos surdimensionnés, comme on a vu lors de la Coupe d'Afrique Nation, parce que la forme en club n'est forcément pas la forme en équipe nationale. Donc il va falloir opérer un choix là sur les cas de nos attaquants qui, d'aucuns sont très en forme en club, mais une fois quand ils arrivent en sélection, ce n'est plus ça. Mais il y en a qui sont constants au sein des sélections depuis des années. Ça aussi, en mettant peut-être, en mettant aussi tout ça dans un panier, ça va peut-être créer des problèmes. Bon, moi je crois que si le manager, s'il manage bien son équipe, en principe, il ne doit pas avoir de problème. Parce que les problèmes viendront de ce qu'il ne veut pas communiquer. Donc si ce qu'il nous a montré à nous, le public, c'est ce qu'il fait avec les joueurs, ça va exploser avant le 3e match. Il doit pouvoir, en faisant ses choix, expliquer ses choix. Que les gens sachent ce qu'il veut faire et pourquoi il procède de telle ou de telle façon. Vous savez, cette équipe-là, c'est parce que le président de la fédération a dit qu'on va gagner la Coupe du Monde que moi, je reste optimiste. Mais cette équipe-là n'est pas très rassurante, même du point de vue des doublures. Est-ce que vous vous rendez compte que Onana, le gardien, il n'a pas de doubleur? Vraiment, je ne sais pas comment vous allez me dire ça. Vous me dites que c'est un gars... Il y a Epassi quand même. Epassi. C'est Epassi qui a commencé avant mais sauf que vous avez un garçon comme Moussola qui est plus fort qu'Epassi. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas convaincu par Epassi a déjà joué dans les Lions. Hein, donc, ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. On joue à Marseille. Il ne joue pas là-bas. C'est un gardien de centre de formation. Il ne joue pas à Marseille. Il doit être en réserve. Il est à la réserve. Il ne joue pas en réserve. Il joue dans les Lions indomptables. Il va en Coupe du Monde.
C'est-à-dire que vous n'imaginez pas qu'on n'en a pas se blesser. C'est-à-dire quand vous faites ça, vous êtes sûr qu'on en a sera là. Bon. Et puis vous pouvez avoir un Onana qui n'est pas prêt même mentalement pour quelque chose, pour une raison ou pour une autre. Tout à l'heure, Coris, et je ne sais pas pourquoi les Camerounais font ça. Pour moi, Bryan Mbeumo, ce n'est pas un joueur de Coupe du Monde. Pour le Cameroun, là maintenant, pourquoi? Moi, j'ai revu les statistiques de Mbeumo. Mbeumo, il y a 2 ans, a joué 49 matchs, il a marqué 3 buts. L'année dernière, il a joué 38 matchs, il a marqué 3 buts. Il a marqué 8 buts. Cette année, il en est à 16. Il n'a marqué que 3 buts. Donc, ce n'est pas l'attaquant qu'on cherche. C'est-à-dire qu'en club, déjà, il n'est pas l'attaquant qui fait mal. Ce n'est pas en équipe nationale qui va mettre Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent, qui vient de... Tout le monde a vu ce qu'il a fait pendant la CAN. La CAN, c'était quand même cette année, ce n'était pas l'année dernière. Mais sauf que maintenant, donc, sur les choix... pas au même poste. C'est un profil, sur les choix. Est un profil de milieu de couloir. Sur les choix. C'est un profil différent. Voilà, et gaucher. Écoutez-moi bien, je parle bien des attaquants. Parce que là, vous me posez le choix entre Choupo-Moting et Aboubakar Vincent. Oh, il y a des gens qui pensent que Mbeumo fait même partie des gens qui peuvent mettre quelqu'un en difficulté là. Et moi, je dis qu'il ne peut pas mettre. En fait, c'est de là que je parle. Je suis d'accord avec toi. Il faut d'abord écarter Mbeumo quand on va chercher les joueurs. Voilà. Maintenant, donc, pour ce qui concerne Aboubakar. Vous laissez Bassongo? Non, Bassongo, c'est quelqu'un, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui évolue sur un registre différent et qui peut faire la différence sur 15 minutes. Donc, tu as dit que c'est quelqu'un. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui contestent sa sélection parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans les Lions qui peuvent éliminer un joueur face à face. Ils ne sont pas nombreux. Faire la différence, sur un dribble peut faire la différence. Et en cela, moi, je crois que Bassongo, il a bien sa place au banc pour qu'à un moment ou à un autre du match, ou quand c'est posé, on l'appelle. Maintenant, je crois que vous m'avez vraiment interpellé sur le cas Choupo-Moting et Aboubakar Vincent. Si moi j'étais entraîneur, et c'est pour ça que je parle sous la réserve de ce que les autres ont déjà dit, à savoir c'est l'entraîneur qui sait ce qu'il veut faire. Si moi j'étais entraîneur des Lions Indomptables, Aboubakar Vincent et Choupo-Moting jouent. Les deux jouent. Parce qu'il faut aussi dire que Choupo-Moting, ce n'est pas vraiment le même registre que Aboubakar Vincent à la pointe de l'attaque. Donc les deux peuvent être, de mon point de vue, complémentaires. Maintenant, on compte sur leur adresse devant les buts pour faire la différence à tout moment. Quand vous avez un joueur qui est le meilleur buteur de la CAN il y a 6 mois, et vous avez un autre joueur qui est en train de donner des performances et pour choisir. Moi, je crois que vous adaptez le système à ces joueurs. C'est d'autant plus que, de mon point de vue, il est possible que ce type de choses apporte du rififi dans le banc de touche. Il y a des gens là qui ne parlent pas beaucoup. Aboubakar Vincent, lui, il ne va pas beaucoup parler, mais vous ne savez pas ce qu'il va penser ou ce qu'il va monter, ou ainsi de suite. Donc moi, je crois que son Barnak a ceci de particulier qu'il a été de plusieurs générations de joueurs à l'équipe nationale. Il a tout vécu à l'équipe nationale. Et il sait, voilà, il sait très bien ce que c'est que quelqu'un qui vient et il sait mieux que quiconque. Il sait aussi ce que c'est que Choupo-Moting, qui est l'un des joueurs les plus frustrés de tous les temps de l'équipe nationale, parce que c'est quelqu'un qui est toujours venu et puis on l'a rabroué pour n'importe qui, et qui est au sommet de son art, vous lui dites de ne pas jouer. De mon point de vue, vous faites un système qui s'adapte à ces deux joueurs-là, et puis vous avez... Et là, parce que quand vous avez deux gâchettes comme celle-là, ça vous permet maintenant de renforcer vos... Le problème qui va s'opposer, rumeurs, infos, intox, le problème du brassard risque de revenir si jamais Aboubakar Vincent, qui est parti de Yaoundé avec son brassard et son drapeau, arrivé là-bas, qu'on lui dise que c'est Nkoulou qui portera désormais le brassard. Est-ce que ça va pas, les mêmes causes vont pas produire les mêmes effets? Tout ça maintenant, le manager sélectionneur, maintenant il porte bien son nom. Il doit savoir parler à ses joueurs. Il a vécu cette situation en 2010, j'espère qu'il en a tiré des leçons. Il sait ce que ça peut causer dans le vestiaire. Déjà le fait d'être déposé, qui disent que c'est Nkoulou, ça veut dire qu'Nkoulou sera titulaire. Mais si c'est parce que Aboubakar, et là-bas aussi il y a une pression, je sais d'où elle sort, il est capitaine, il a reçu le drapeau. Si c'est une clause de titularisation à la camerounaise, ça va faire un problème. Donc le coach, même là-bas, il a déjà les mains liées. Maintenant, est-ce la performance? Est-ce la responsabilité au sein du club? Si c'est la performance, il mettra Choupo. Mais
il allumera toujours un feu. Pratiquement, il est obligé de jouer avec les deux. Peut-être allumer d'autres feux de brousse ailleurs, mais là, c'est comme un coupeau au-dessus de la tête. Mais je pense que s'il communique, s'il parle à ses joueurs, s'il leur dit ce qu'il attend de chacun, c'est la manière avec laquelle on prépare son groupe. Si vous venez là, brutalement, vous n'êtes plus capitaine, c'est un coup, ou bien brutalement, vous n'êtes plus titulaire, c'est elle, alors que vous brillez dans le Bayern, parce qu'il y a le capitaine, vous allez lui expliquer qu'il a reçu le drapeau à Yaoundé, donc c'est lui, en plus il est capitaine. C'est des petites choses qui se règlent dans un cadre humainement clair, bien, si le coach sait parler. Moi je voyais des coachs, ils pouvaient prendre toute une matinée, recevoir les joueurs un par un, et lui dit ce qu'il attend, il te dit ce qu'il attend de toi, c'est comment, ne sois pas surpris, je vais te faire confiance, mais je vais t'utiliser à tel moment du match ou dans telle situation, tu ne commenceras pas. Bon, toi, tu vas commencer, mais voici le travail que tu as fait, l'autre viendra parachever. Tu leur parles comme ça, tu en fais. Parce que je vois, il est tout le temps en train de danser avec ses joueurs. Je crois savoir que ça devrait aller au-delà de la danse. Je crois que c'est un des moyens qui permettent de s'approcher de ces joueurs. Et surtout, je dis, c'est une des deux d'ailleurs, le président comme le manager. Ils sont les mieux placés pour éviter que peut-être ça c'est notre chance. S'ils managent bien cette tanière, ils sont les mieux placés parce que 2010 c'était l'enfer. Donc je pense qu'ils savent maintenant, ils voient venir le feu, on les invite, on parle aux gens, dès qu'il y a des velléités, on rassemble les gars, on leur parle, on explique. Mais ça il faut avoir, c'est un message là qu'il s'agit et tout. Non, tu prépares un message pour chacun de tes joueurs parce qu'ils sont différents, c'est des profils différents, c'est des personnalités. Rapidement, quand on leur explique longuement. Donc, c'est ça le travail. Le travail, ce n'est pas seulement sur le terrain. Si ce n'est déjà pas bon dans les vestiaires, même si tu es aveugle, tu vois quelqu'un qui est bien placé, l'autre dit je ne te donne pas mon ballon, on va dire que c'est toi qui marques. Vous le ressentez. Mais à la fin, c'est nous qui perdons. Donc, le travail est bon, et je crois que tous les gens qui sont autour et qui sont des anciens joueurs devraient travailler dans le même sens. Je crois qu'il y a les Patrick, les Kala. Moi, je dis toujours qu'il faut aussi leur montrer les anciens matchs des Lions de l'époque. Il faut toujours montrer les matchs pour qu'ils essaient pour qu'ils comprennent qu'il y avait des gens qui jouaient. Il y avait des gens, et que là même où ils jouent là, à cette époque-là, aucun là n'aurait pu jouer dans l'équipe de 82. Et je le dis sans sourciller. Alors, Bobo Fabikal, on sera un peu fixé sur la configuration tactique et même technique. Ça, c'est parce que ce match-là, non seulement il a quelque chose d'important, c'est que le coach devrait allier l'équipe qu'il a déjà dans la tête contre le Panama pour voir le comportement des joueurs pendant le match et quel type de remplacement pourrait-il faire si jamais il est déjà dans la Coupe du Monde. Parce que la grosse inquiétude également dans cette équipe, c'est que les grandes équipes au monde, c'est également leur banc de touche. Parce que si le banc de touche n'est pas fourni, c'est un problème. Puis non, on le révélait tout à l'heure. On fait comment pour avoir 3 défenseurs centraux dans une Coupe du Monde? Imagine que c'est des zones où les joueurs prennent vite les cartons. C'est des zones où les joueurs se blessent rapidement. Alors, si tu as Castelletto, je ne le souhaite pas, qui se blesse ou qui a un carton. Surtout où là, voilà. Les cartons là-bas. Voilà. Parce que moi, quand je vois son geste. Voilà. Donc, on va se retrouver diminué. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a fait en 90, où Emmanuel Koundé jouait en milieu de terrain? Parce que les Onana ont pris les cartons derrière, l'Indipakem en défense centrale. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Donc, on aurait pu, et là je suis parfaitement d'accord avec Finon, on aurait pu équilibrer le football, ce qu'on appelle la colonne vertébrale. C'est-à-dire que la défense, le milieu du terrain, tu vas en Coupe du Monde avec 5 attaquants si tu as exagéré. Fabien Moreau, sans te couper, la Belgique y va avec 3 attaquants. Voilà. La Belgique va en Coupe du Monde avec 3 attaquants de métier. Lukaku, le jeune qui est du côté de Lens,
Et un dernier attaquant, le nom m'échappe. La Belgique, il va avec 3 attaquants. Voilà. Quand vous consultez la liste de la Belgique. On va beaucoup quand vous regardez l'équipe de France, c'est posséder le ballon. Quand vous regardez l'équipe de France, Boba, vous avez Mbappé, vous avez Benzema, vous avez Giroud, voilà. Et il y a Griezmann. Ça fait 3 ou 4 attaquants. Bon, ils sont peut-être 5. Il y a Thuram qu'on a rappelé. Voilà, ils sont peut-être 5 ou 6. Ils sont 7. Voilà. Bon, mais qu'est-ce que nous on fait avec 10 personnes? Et comment utiliser ces 10 personnes? Parce que, imaginez un seul instant, comme on le souhaite sur ce plateau, Choupo-Moting Aboubakar Vincent, il commence à faire le boulot. Il marque les buts, il claque les buts et tout ça. Toi, coach, tu auras le courage de dire au deuxième match à Choupo d'aller s'asseoir au banc ou à Aboubakar Vincent parce qu'il faut que Samé, qui est le meilleur buteur en Suisse, puisse entrer pour... ce sera compliqué. Donc moi, je crois que le coach aurait dû équilibrer son équipe à partir de la défense, le milieu du terrain, 5 attaquants, 6 attaquants, ça va. Parce que même les 2 locaux qu'on a amenés, est-ce qu'on va les utiliser? Mais pourtant, on peut tenter un joker avec ces gars-là parce qu'eux, ils auront plus envie que ceux qui sont sur le terrain. Mais comment donc faire pour les faire jouer alors que les cadors sont là? Donc, tout cela, le coach, il faut qu'il... J'espère qu'il a déjà une idée dans sa tête. Et le match de vendredi à 11h va nous montrer effectivement quel est le dessin de l'équipe qu'on va voir au match contre la Suisse et le reste des rencontres. Merci, cher monsieur. On n'a plus malheureusement le temps. On va aller au pas de course, mais tout en rappelant à nos téléspectateurs que nous allons continuer même pendant la Coupe du Monde à garder le programme pour permettre également d'écrypter les matchs, analyser, se projeter pour la suite. On va prendre maintenant la poule A, dans laquelle figure le Sénégal, un autre représentant très sérieux pour le continent africain. Quelles sont les chances de ce Sénégal? On suit ce reportage et on revient pour la suite. Exactly the same minute. Le Sénégal en 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, la question ne se pose presque plus pour plusieurs spécialistes. Dans cette poule A, je vois le Sénégal et les Pays-Bas. Ce sont les Pays-Bas, c'est le Sénégal, c'est le Qatar en 3e position. Le Pays-Bas, pour moi, va favori dans ce groupe. Je vois aussi le Sénégal tirer son épingle du jeu. Le plus grand avantage des Lions de la Teranga, selon ces derniers, est d'être tombé dans un même groupe que le Qatar ou encore l'Équateur, considérés comme des équipes pas très capées. Le Sénégal, au regard des pays qui constituent sa poule, ils sont bien partis pour réaliser une belle performance à la Coupe du Monde. Le Sénégal a des individualités assez incroyables. Ils ont par exemple l'un des meilleurs gardiens aujourd'hui, Edouard Mendy. Ils ont une solide défense avec des joueurs tels que Khalidou Koulibaly. Aujourd'hui, avec l'atout majeur numéro 1 de cette attaque, Sadio Mané, ça s'annonce un petit peu compliqué puisqu'on a parlé d'une blessure. Ce serait une faute, une erreur, en tout cas pour les Sénégalais, de penser qu'avec l'absence de Sadio Mané, c'est le déluge. Je pense que le plus grand défi pour les Lions du Sénégal, pour Aliou Cissé et son staff technique, c'est de pouvoir parler à ce joueur, les mettre en confiance, leur assurer avec ou sans la présence de Sadio Mané, le Sénégal est bien capable de beaucoup de choses. Pourtant, le pays organisateur, le Qatar, part favori face au Sénégal. Une explication y est toute trouvée. Finance, tout ce qui a été dépensé comme logistique, comme finance, a suffi la soif du Qatar à ne pas jouer de la figuration, à ne pas être que le pays hôte qui rentre au premier tour. C'est vrai, c'est aussi un pays qui peuvent créer la surprise. Ce sont des équipes qui ont pleinement leur chance. Si je prends par exemple le cas du pays hôte, vous savez que c'est généralement le pays qui reçoit le plus souvent des petits coups de pouce. En tant qu'organisateur de la compétition, on ne dit pas qu'il y aura tricherie, mais généralement le pays hôte reçoit des petites faveurs de la part du corps arbitral
qui permet à ces pays-là généralement d'accéder au moins au prochain tour, au second tour. À l'analyse, les deux grands favoris du groupe A sont les Pays-Bas et le Sénégal. Mais ce ne sont que des spéculations. Alors, le Qatar, pays organisateur, l'équipe à ne pas négliger. Pas du tout. Et un téléspectateur le disait tout à l'heure dans le micro de trottoir. Ils sont chez eux, ils ont les moyens, ils sont capables de tout. Vous savez, quand Cheikh a fait refuser un but à la France en 82, il est descendu sur l'aire de jeu et le but a été refusé. Donc ils sont chez eux, ils sont capables de tout. Et je ne pense pas qu'ils ont pris tous ces coups-là pour rester au premier tour. Donc c'est un adversaire dangereux à tous les niveaux, sur et hors du terrain. Et en plus, ce n'est pas des Qataris qui jouent. Ils ont une bonne équipe. Ils ont pris des joueurs un peu partout, de par le monde. Et il ne faut pas penser que c'est des enfants de cœur. Maintenant, pour ce qui nous concerne, il y a le Sénégal avec ou le Sénégal sans Mané. Ce n'est pas le même Sénégal. Les chances ne sont plus les mêmes. Parce que Mané, c'est le leader psychologique et technique. Donc on ne s'en passe pas comme ça. Et le reste, vous voyez, il y a des absents. Bon, quelqu'un parlait de Mendy. Mendy, actuellement, ce n'est pas la grande forme. Donc, il faut absolument que Mané soit là pour que le Sénégal ait toutes ses chances. Sinon, ça risque d'être assez compliqué. Surtout qu'il commence contre les Pays-Bas. Alors, Pays-Bas... Où tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Je commence par le pays organisateur, qui est une nation qui monte en puissance ces dernières années. Il faut dire que c'est le vainqueur de la dernière Coupe Asie, finaliste de la Coupe arabe du côté d'Asie, finale perdue face à l'Algérie. C'est leur première participation, mais c'est une équipe qui joue à domicile. De l'autre côté, vous avez une équipe de l'Équateur quand même qui participe là à sa 4e Coupe du Monde. C'est quand même une nation qui a laissé sur le carreau des pays comme le Chili, la Colombie, le Venezuela, qui étaient des pays habitués de ce côté-là. Maintenant, le Pays-Bas, c'est une équipe qui sort d'une période pratiquement de disette. Il faut dire que le Pays-Bas, c'est une nation qui a eu des générations dorées. Il y a eu la génération des Marco van Basten, qui a quand même disputé 2 finales de Coupe du Monde. Il y a eu la génération des Richka, qui a quand même remporté la Coupe d'Europe en 88. Après, il y a une génération de 96 jusqu'en 2004 qui n'a rien remporté. Il y a eu une deuxième génération entre 2008 et 2010 qui a disputé une finale de la Coupe du Monde en 2010. Il y a cette génération quand même homogène. Memphis Depay, Van Dijk et bien d'autres. On se dit c'est leur année ou pas. Mais je pense que le Sénégal, au regard de l'expérience des joueurs qui constituent l'équipe du Sénégal aujourd'hui, a ses chances et peut accéder au 2e tour. Alors, Pinon, 1 minute pour vous, une dernière minute. Que vaut le Sénégal sans Sadio Mané? Non, ben, le Sénégal, ce n'est pas seulement Sadio Mané. C'est une équipe que nous tous on a vu grandir. C'est une équipe qui se construit. Tout le monde a vu comment cette équipe progresse depuis que Cissé est à la tête de cette sélection et qui finalement s'est hissé au toit de l'Afrique. Moi, je crois que c'est une équipe qu'il ne faut pas négliger. Peut-être que, pas que peut-être, c'est toujours important d'avoir un joueur de la classe de Sadio Mané. Mais quand on ne l'a pas, je crois qu'il faut repenser l'équipe autrement. Je crois que le Sénégal a bien sa place dans cette équipe, dans cette poule et pourrait s'en sortir. Ce ne sera pas facile. Parce que comme l'ont dit les autres, c'est comme le Qatar qui joue à domicile. C'est quand même... Bon, c'est vrai, l'Équateur, vous savez dans quelles conditions même l'Équateur s'est qualifié. Je crois que c'est le 8 novembre qu'ils ont su qu'ils sont finalement mondialistes parce qu'ils étaient en contentieux du fait d'avoir aligné un joueur qui avait une double identité et tout. Bon, finalement, on a confirmé la qualification en novembre. Est-ce qu'ils sont même prêts par rapport à cela, au regard de ces délais-là? Moi, je ne sais pas. Moi, je crois qu'il faut une équipe du Sénégal qui est sérieuse, qui prend tous les adversaires au sérieux. Je crois que c'est une équipe qui a montré de très bonnes dispositions lors de la dernière CAN et qui donc peut passer ce premier tour. Bonjour Fabien. Eh bien, si on s'en tient à la dernière CAN, vous savez que Sadio n'a pas commencé la CAN en brillant. L'équipe traînait un peu,
Ça dit que Sadio, c'est quand même quelqu'un qu'on ne peut pas du jour au lendemain oublier comme ça. C'est, comme le disait Lunus, c'est le leader technique, c'est le leader psychologique, c'est l'homme sur qui les espoirs de tout un peuple reposent. Donc, s'il est blessé, mais maintenant, il faut que le coach puisse tenir un discours en disant aux autres, voilà un incident qui est arrivé, eh bien, on ne peut pas rester à plénicher. Je vous donne la chance et que chacun démontre que, même si Sadio n'est pas là, le Sénégal peut continuer à vivre. Et il faut également que ce Sénégal-là soit sérieux parce que ils ont cette possibilité.